Est-ce que tu t'es déjà posé la question de quelle est ma limite, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, etc. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. David, dis-leur ce qu'on va faire. On va visiter les catacombes de Paris. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'idée est novatrice puisque tu veux rassembler les joueurs de jeux vidéo entre eux. On a développé donc la première plateforme qui permet la mise en relation entre gamers. Il est extrêmement facile de trouver des partenaires de jeu. Mais trouver les bons partenaires de jeu aujourd'hui, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est le premier livre d'une longue lignée, c'est tout ce que je me souhaite. Et c'est aussi le fait de laisser quelque chose sur Terre, quelque chose après moi. T'es devenu une référence dans ton milieu. C'est impressionnant les 6000 utilisateurs en 3 mois. 2017, tu pars des États-Unis. 2017, c'est aussi où l'année Trump est élu. Est-ce que ton départ est lié à l'élection de Trump? We are going to suspend the issuance of visas. C'est l'envie qui va vraiment tout gérer, c'est cette passion. C'est la première fois que j'entends mon histoire comme ça. Mais t'as dit que ça serait un podcast qu'on ne verrait nulle part ailleurs. Je suis trop contente de te recevoir dans Vision Talk. Bienvenue. Vision Talk. Vision Talk. C'est ouf, tu sais que je connaissais pas le nom du podcast. Ah ouais, bah voilà, Vision Talk. Bah maintenant je connais. Trop bien, trop bien. Ouais, je suis très contente Vision de te recevoir dans le podcast. Donc pour ceux qui connaissent pas, Vision Talk, c'est un échange où on va aborder des conversations profondes pour inspirer, transmettre, élever. Et l'idée, donc, c'est de faire venir des invités qui ont un parcours de vie ou une expertise inspirante et de t'amener sur des sujets dont on n'a pas l'habitude de parler. Nous, on avait parlé il y a environ 1 an. Tu m'avais contacté sur Twitter et on avait fait un appel et j'avais découvert ton côté entrepreneur, là où beaucoup te connaissent en tant que créateur de contenu. Ça fait des mois que je me dis, OK, il faut absolument que j'ai sur le podcast parce qu'il y a plein de sujets que je veux aborder avec toi. En plus, entre-temps, tu as fait plein de choses, donc ça va être l'occasion de revenir. Donc pour commencer, je vais retracer un peu ton parcours. Et ensuite, on reviendra sur certains points. Ok, ça marche. Ok, bon. Alors, c'est parti. Donc toi, tu nais en France et très jeune, tu développes une passion pour les jeux vidéo, la pop culture et les mangas. Des passions qui vont t'accompagner tout au long de ta vie et que tu vas réussir à transformer en une carrière. 17 ans, tu décides de partir aux États-Unis, à Atlanta. T'es doué au foot, t'obtiens une bourse sportive et tu y fais des études d'ingénieur dans l'une des meilleures écoles des États-Unis. T'obtiens ton diplôme en 2017 et tu retournes en France pour tes études, sauf que le retour se passe pas comme prévu. T'as beau avoir un parcours très riche, t'as beau parler plusieurs langues couramment, tu trouves pas d'alternance. C'est là que tu te tournes vers l'entrepreneuriat. 2018, tu fondes ta première entreprise, Big Game, des salles de jeux vidéo. Puis tu veux pousser le projet un peu plus loin, donc tu lances l'application Lancelot. L'idée est novatrice puisque tu veux rassembler les joueurs de jeux vidéo entre eux. L'application devient le 7e réseau social le plus populaire en France, derrière Discord, qui valait 1 milliard d'euros. Tu veux lever des fonds avec ton équipe, la start-up est valorisée à 10 millions d'euros, mais tout le monde ne tient pas sa parole et le projet tombe à l'eau. Entre-temps, dans cette période où tu reviens des États-Unis, t'as un rythme sportif où tu fais 3 entraînements par jour, et là tu reviens en France, tu prends beaucoup de refus, beaucoup d'injustices, tu te mets à fond dans l'entrepreneuriat, donc beaucoup de stress, et aussi beaucoup moins de sport, parce que beaucoup plus d'écran, plein d'accumulations physiques et émotionnelles qui vont te faire perdre l'usage de tes bras pendant pratiquement 1 an. Tu prends tous ces événements comme un signe qu'il faut passer à autre chose et que plutôt que de devenir dépendant d'investisseurs, tu décides de toi-même prendre ce rôle d'intermédiaire et donc tu lances ton agence créative, Init Conseil, où vous accompagnez à la fois des marques et les créateurs de contenu à se développer sur les réseaux sociaux, donc avec les campagnes, les sponsors, etc. D'abord niché dans la pop culture et aujourd'hui avec une clientèle de plus en plus large. 2020, tu lances ta chaîne YouTube. Tu parles d'abord business, mais ça prend pas comme tu voudrais. Ça n'intéresse pas un grand nombre, mais tu comprends très vite ce qui intéresse les gens et la psychologie des réseaux sociaux. Trouver des points communs. Et là, tout va aller très vite pour toi puisque tes vidéos explosent. Tu crées toute une communauté autour de la pop culture. Aujourd'hui, tu cumules presque 3 millions d'abonnés sur tous tes réseaux. Tu es devenu une référence dans ton milieu. Mais tu t'arrêtes pas là, puisque octobre 2024, tu sors ton premier roman, Bouloulou. Et 1 mois plus tard, tu crées ton agence de tourisme dans le désert algérien. Un parcours très riche. Mais j'espère que j'ai rien oublié. Mais tu vas me passer ce texte et on va créer ma page Wikipédia, c'est pas possible. Je t'ai dit que j'avais fait des recherches. C'est la première fois que j'entends mon histoire comme ça. En fait, c'est ouf parce que tu sais, dans les podcasts et tout, c'est toi qui racontes ton histoire. Ouais. Et c'est terrible d'entendre. Enfin, waouh, d'un coup. C'est ouf, ouais. Ah, Okay. C'est magnifique. Merci pour l'expérience. En fait, le but, vraiment avec le podcast, c'est pas une interview. On va revenir sur tous les points parce que voilà, là, l'idée, c'est que vous savez qui est le monsieur, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être vraiment comprendre ta vision sur tout ce que tu as fait et surtout ta vision future, Vision Talk, on parle de vision. Donc franchement, là, pour commencer, je veux absolument qu'on parle, c'est comment tu choisis tes projets, comment tu prends tes décisions. Parce que, en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ton parcours et pourquoi j'ai voulu te recevoir,
c'est parce que tu as cette capacité, je trouve, à écouter tes envies, de suivre ton intuition, j'ai l'impression, d'aller là où parfois même on t'attend pas. Exemple, tu sors ton roman, on aurait pu se dire il va sortir un manga, pas du tout, c'est un roman d'horreur. Comment tu choisis tes projets? Comment tu prends tes décisions? Ouais, bah comme tu l'as dit, c'est l'envie qui va vraiment tout gérer, c'est cette passion. Et c'est aussi le fait de laisser quelque chose sur Terre, quelque chose après moi. Et je pense que, comme tu l'as dit, j'aurais pu écrire un manga. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était de délivrer un message. Même si, oui, je peux préférer des fois lire un manga, un roman. Dans l'idée, dans cette période de ma vie, je lisais beaucoup de romans. Et je sais que c'était de la lecture que je voulais créer chez les gens. Je voulais pas que les gens, surtout les jeunes, restent condamnés à lire des mangas. C'est pas parce que tu as des images que tu vas lire. Là, j'ai envie pas de les forcer, mais de les pousser à lire quelque chose de différent. Et donc ça, c'était l'idée du roman du Bouloulou. Pareil, j'aurais pu faire un livre sur le développement personnel ou quelque chose qui va raconter mon histoire ou je sais pas quoi, une autobiographie ou autre. Mais c'est pas ça l'objet. L'objet, c'était d'être divertissant. Et l'horreur, aujourd'hui, tout le monde aime l'horreur. J'adore l'horreur. Je suis complètement passionné par ça. Et je me suis dit que je voulais terroriser les gens, comme la vie m'a terrorisé, tu vois. Et ça reste moins flippant que la vie, tu vois. Donc j'ai été très gentil avec ce livre. Ensuite, pareil pour cette agence de voyage dont tu as parlé en Algérie. C'est tout bête, mais je me suis retrouvé entre deux dunes dans le désert. Silence complet. Même pas tu vois, juste le bruit du silence. Les étoiles, et c'était tellement fabuleux comme expérience que j'en suis ressorti avec des étoiles dans les yeux. Et je me suis dit à ce moment-là, je vais faire profiter de cette expérience, je vais faire profiter aux autres cette expérience, et les gens vont faire exactement ce que j'ai fait. Ils vont pouvoir aller dans le désert grâce à cette agence-là. Et pour mon agence marketing, c'est la même chose. J'allais te le dire, tu fais ça à chaque fois, tu vis et tu veux faire profiter ensuite. Exactement, ouais. En fait, moi j'ai une devise dans la vie, c'est vraiment d'aller explorer, donc expérimenter un maximum de choses, aller explorer, que ce soit en physique ou de manière spirituelle. Donc je vais essayer de vivre un maximum d'expériences, communiquer autour de ces expériences et, je l'espère, inspirer pour que les autres puissent ensuite réitérer, innover à travers ces expériences-là. Et donc Init, mon agence, c'est la même chose. Je me suis rendu compte que j'étais bon dans le marketing, j'ai envie de faire profiter de cette expérience aux gens. Et donc j'accompagne des créateurs de contenu, j'accompagne des marques. C'est comme ça que c'est venu. Et Lancelot, bon là on a fait vraiment le chemin. J'ai tout balancé là. Mais si tu veux, à cette époque-là, Lancelot, c'est un petit peu la même chose. Je suis fan de jeux vidéo, je ressens un manque, celui de jouer avec les bonnes personnes. Et donc je crée une application pour que les joueurs de jeux vidéo puissent jouer avec les meilleures personnes. Voilà tout ça. Super intéressant. Comme je te disais, moi ce que j'apprécie, c'est vraiment le fait que tu t'écoutes. Et comme tu sais, moi j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et il y en a énormément qui n'arrivent pas à s'écouter. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui justement, en fait, ils se mettent dans une case, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'ils pensent que les autres attendent d'eux. Parce que toi, encore une fois, c'est vraiment, enfin, peut-être que pour toi c'est normal, mais je trouve que c'est vraiment une qualité, une vraie capacité de réussir à s'écouter, de faire abstraction de ce qu'on attend de toi et de te dire, ok, ça j'y crois. Tu vois, à chaque fois de te renouveler. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui, elles, n'osent pas forcément mon plus grand conseil, c'est que tu vas te casser la gueule et t'iras nulle part si t'écoutes les autres, en fait, c'est tout. Donc, soit tu meurs en n'ayant rien fait, en écoutant les autres à chaque fois et en étant la marionnette des autres, soit tu décides enfin d'être toi-même, et c'est à ce moment-là que tu vas réussir, c'est tout. Tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent être eux-mêmes. Il n'y a vraiment pas d'autres conseils, en fait. Tu vas te casser la gueule. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que, comme tu l'as très bien dit, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais la marionnette de mes investisseurs. Ouais, ça en reviendra. Que plutôt que de créer une meilleure application et de mettre des efforts pour essayer de rendre ce que j'avais créé encore plus puissant avec mes 800 000 utilisateurs sur cette jeune application, je devais me battre pour essayer de mettre de la monétisation dedans. Je devais me battre au quotidien pour aller trouver d'autres investisseurs, alors qu'eux étaient là. Et quand je me suis rendu compte que j'étais dépendant d'autres, c'est là où j'ai pris ça comme un signe de Dieu. Ouais, ça s'est déjà passé une fois, ça s'est passé une deuxième fois. Et donc, on va parler religion. On peut, hein. Ouais, bien sûr, il n'y a aucun tabou. La religion, c'est hyper important, mais tu vois, nous, dans l'islam, on n'est pas supposé tomber dans le puits, dans le trou de la vipère,
à plusieurs reprises. C'est un péché que de se faire arnaquer et de se faire avoir plusieurs fois. Et donc moi, je l'avais déjà fait 2 fois et je voulais pas récidiver. J'ai compris le message de Dieu, il était très clair et c'est, il faut que tu crées tes propres choses. Aujourd'hui aussi, je vais te dire un truc, j'avais 2 rêves dans la vie. 2 rêves. Je sais. C'était être écrivain Et être prof. et être professeur. On va en parler. Et être professeur, j'ai eu l'occasion de le faire à quelques reprises, donc donner des interventions dans des salles, etc., dans des cours, dans des universités, etc. J'aimerais le devenir aujourd'hui, peut-être pas à temps plein, mais vraiment, tu vas avoir mes petites heures de cours pour essayer d'enseigner à des jeunes, etc. J'étais beaucoup dans la transmission et le partage. Hein. Ouais, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment ce qui ressort de ta personnalité. J'aime énormément ça. Et puis donc écrivain, donc on a atteint l'objectif, ça c'est trop cool. Même si on est dedans, tu vois, aujourd'hui c'est le premier livre d'une longue lignée, c'est tout ce que je me souhaite, si Dieu le veut. Et puis sur la partie professeur, je devais donc donner des cours déjà le semestre dernier dans une université. Ça a été décalé ce semestre, et ce semestre pareil ils m'ont fait la même chose. Et donc en fait je me suis retrouvé dans cette situation où je suis encore dépendant d'autres. Et donc j'ai dit je vous emmerde, désolé, j'aime pas le vulgaire. Non, t'en fais pas. À ce moment là j'ai dit y a pas de souci, je suis en train de retomber dans le même cycle. Ce que je vais faire maintenant, c'est mes propres conférences. Je vais donner mes propres cours. Donc je suis pas un prof agréé, mais en tout cas, vous allez ressortir avec la meilleure des expériences. Et bien évidemment que je vais vous faire payer. Vous allez payer beaucoup moins que si vous étiez resté 2 ans dans une école de commerce. Mais je vous garantis qu'1 heure avec moi, sera beaucoup plus intéressant qu'une année dans une école. Et c'est ça qui me plaît énormément, c'est ce retour que j'ai quand je donne des cours ou des conférences. C'est quand les jeunes ils viennent me voir après les cours et qui me posent énormément de questions et que j'ai absolument, et c'est unanime, qui me disent mais en fait ça a été le meilleur cours de ma vie, j'ai plus appris avec toi que un semestre avec le prof marketing digital je sais pas quoi, et voilà quoi. Parce que tu as expérimenté, mais tu vois encore une fois c'est cette capacité que tu as, je trouve, à t'écouter, parce que tout à l'heure tu disais osez être vous-même, mais 90% des gens ne sont pas eux-mêmes, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est justement la religion qui fait que tu es très connecté à toi, tes ressentis, ce que tu fais, tu vois? Je trouve que la religion et la spiritualité, c'est vraiment des cheat codes pour aller sur le bon chemin. Ah mais c'est sûr. La dernière fois, j'ai un collègue à moi entrepreneur qui me disait comment tu fais pour prendre des décisions. Mais je remets ça à Dieu en fait. Ouais, je comprends. Tu vois, je fais la prière. Tu vois, comment tu fais pour t'organiser? Je fais mes prières. C'est quoi ton meilleur livre de développement personnel? Le Coran. C'est quoi comment tu fais pour prendre des décisions? Dieu. Ah, ouais. C'est très difficile, tu vois, d'expliquer ça à quelqu'un qui croit pas en Dieu, tu vois. Et je vais pas vous inciter à croire en Dieu ou autre, mais c'est vrai que j'utilise ce cheat code et j'en profite et c'est fabuleux. Dieu nous encourage à être entrepreneur parce qu'on doit s'en remettre à lui H24 en fait. On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il y a des moments de bas où tu vas te casser la gueule complètement, tu perds l'usage de tes bras, tu perds ton argent, tu t'es fait arnaquer, tu perds tes amis, tu perds beaucoup de choses et t'es tout seul. Ou alors t'es individualiste et t'oses pas parler à tes parents, etc. T'oses parler à personne, donc tu gardes tout toi-même. Tu peux parler à Dieu. Et c'est lui qui va te soigner, c'est lui qui va te rendre meilleur et c'est lui qui va te faire remonter la pente. Et il y a des moments aussi où tu vas être très très haut. Et c'est là où ton humilité elle va être challengée. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais plus de 10 000 euros par mois ? Qu'est-ce que tu fais quand tu as 50 000 personnes qui comptent sur toi, qui sont dépendants, qui sont là à booster ton ego toute la journée, tous les jours, parce que c'est toi qui les a formés, c'est toi qui a fait, qui a formé ces personnes, qui les a coachés, qui en a créé des monstres à des millions d'abonnés sur les réseaux ou à des milliers d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Donc, et à ce moment-là, Dieu est encore avec toi pour justement t'accompagner dans cette humilité. Je comprends complètement ton approche. Et par rapport au... Parce que du coup, tu as lancé pas mal de projets et on va, en fait, tout le long du podcast, on va beaucoup switcher entre ta casquette entrepreneur, créateur de contenu, parce que les deux sont ensemble. Mais avec ce que tu as fait jusqu'à présent, tu dirais que c'est quoi un peu les éléments indispensables pour qu'un projet réussisse, que ce soit dans le business ou dans la création de contenu? Il faut bien s'entourer ou alors accepter de déléguer. Okay. Ça a été l'un de mes plus gros challenges parce que je suis quelqu'un de très individualiste. Du mal à faire confiance ou perfectionniste? Pas du mal à faire confiance. Okay. Je donne ma confiance assez facilement et c'est pour ça que je me fais beaucoup avoir et c'est pas trop grave parce qu'aujourd'hui mon instinct donne ma confiance aux bonnes personnes aujourd'hui. Mais disons que c'est plutôt le côté où je suis parti à 17 ans du cocon familial. Je me suis retrouvé tout seul à mes 17 ans et donc pendant 5 ans je suis tout seul aux États-Unis. Je change de chambre en chambre d'étudiants, d'amis, etc. T'en as qui partent, t'en as qui reviennent, etc. Donc j'ai pas le temps de créer des vraies relations. C'est des relations qui durent qu'1 an en fait. Donc c'est des vraies relations, mais
C'est pas des vrais soutiens. Mais c'est voilà, exactement. Donc finalement, je ne peux compter que sur moi-même. Et bien évidemment, j'ai la religion, tu vois. Et donc le fait d'être tout seul à H24, bah, tu commences à développer un truc où tu veux tout faire toi-même, tu vois. Et Ouais, bien sûr. quand j'ai appris à déléguer, quand j'ai su me détacher de ce que je n'aimais pas faire ou ce que je ne pouvais pas faire, du style l'administration, tu vois, c'est un truc que je n'aime pas faire, donc je délègue. Le montage, je ne sais pas faire, donc je délègue. Toutes ces choses-là, voilà, aujourd'hui, c'est ça qui m'a permis d'avancer encore mieux. Ok, donc vraiment l'entourage. Ouais, l'entourage, ça c'est vraiment hyper important. Et ensuite, se former, toujours se former. Ça veut dire, tu vois, la dernière fois, encore une fois, t'as un mec qui est venu me voir, qui m'a dit, voilà, je te paye vraiment 5000 balles pour que tu me dises, pour que tu fasses de moi toi en fait. Je veux être toi. Je veux pouvoir m'organiser, je veux pouvoir faire. Et ça, c'était la soirée de mon livre en fait. Il est venu me voir, je lui ai signé tu sais, la dédicace et il m'a dit comment t'as fait ça? Je veux dire, c'est sorti d'où, tu vois? T'es en train de faire 50 000 autres trucs, comment t'as fait ça? Et je lui ai dit, t'as pas besoin de me payer 5000 balles. Je vais te dire exactement ce que je dis à tout le monde. Regarde ton temps d'écran. Regarde ton temps d'écran. T'as passé 7 heures Abusé. sur TikTok aujourd'hui. 7 heures, ça représente des La journée. années, non mais en décennies d'années de ta vie. Mais que tu oui, passes sur les c'est écrans. exactement ça. Ah. Tu t'imagines, c'est quasiment un doctorat. C'est un doctorat. Je profite juste de ce temps pour me former, c'est tout. Pour me former. Mais tu vois, je prends le temps de kiffer. Hein. Ça veut dire que je vais jouer aux jeux vidéo, je vais lire des mangas, je vais lire des romans, je vais faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux dans la vie, je le fais. Je me mets aucune limite. Si je dois partir... Et alors, moi, je prends jamais de vacances. Je déteste partir en vacances parce que j'aime travailler, genre je kiffe faire ça, je vis la vie comme un jeu vidéo. Ça veut dire que c'est mon jeu vidéo, l'entrepreneuriat. Je suis obligé de gagner de l'XP tous les jours, je suis obligé d'aller looter, Mais les de meilleurs faire de l'argent. entrepreneurs sont les meilleurs jeux vidéo. Enfin, quand t'es bon Les meilleurs gamers, ouais, vraiment, c'est abusé. Ouais, les Il y a meilleurs vraiment entrepreneurs sont les meilleurs il y a gamers. vraiment une corrélation, hein. Ouais, c'est ça, parce que en fait, c'est comme un RPG, tu vois, un jeu de rôle où tu vas gagner de niveau en niveau, etc., et créer ton personnage. C'est exactement ce que je suis en train de faire de ma vie. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'arrêter, parce que je kiffe ce que je fais. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je prends pas de vacances. Toute ma vie, ce sont des vacances, en fait. Toutes mes années, ce sont des vacances. Tous mes jours sont des vacances. Donc bref. Et au final, mais je me laisse le temps quand même d'aller voyager. Je me laisse le temps de respirer, de méditer, de prier. Quand je vais partir en Thaïlande, je vais juste aller à la plage et regarder les collines et basta, et marcher, randonner et basta, tu vois. Donc j'ai le temps de faire tout ça, mais par contre, je vais faire en sorte que ces activités aussi, elles m'apprennent énormément de choses sur moi-même ou sur la vie en général. Rencontrer des populations, discuter avec les gens, rencontrer de nouvelles marques avec qui je vais pouvoir travailler à Bangkok pendant que je suis en Thaïlande, tu sais, rien à voir. Ouais, bien Donc sûr. voilà ce que je kiffe. Ok, donc élément indispensable, bien s'entourer. Et le deuxième que tu as dit. S'auto-former tout le temps. Documentaire, YouTube, on a une infinité de connaissances sur Internet, donc faut en profiter. Aujourd'hui, question aussi que je suis très curieuse de savoir comment tu gères ça, mais comment tu gères l'équilibre? Je crois pas en l'équilibre. Je veux dire équilibre, c'est pas vraiment l'équilibre. Je crois pas en l'équilibre, je crois à la priorisation. Tu vois, enfin, tu priorises certains aspects de ta vie à certains moments, mais comment tu équilibres entre guillemets toutes tes activités et en même temps ta vie perso, tu vois, tes activités business, ta création de contenu, ta vie perso, ta religion. Comment tu trouves cette balance? Je base mes journées et ma vie autour de la religion, en fait. Parce que je pense que à travers la religion, t'as le professionnel et t'as le personnel. Donc, je vais pouvoir baser mes journées autour de mes prières, autour de mes croyances, etc. Et donc, ça déjà, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je ne me force jamais. Jamais. Ça veut dire, si je veux pas faire un truc, je vais vraiment pas le faire. Si je suis trop fatigué, je vais pas le faire. Si j'ai la flemme, je le fais pas. Je me force jamais à faire quelque chose. Tu vois, les seules fois où je vais me forcer à faire un truc, c'est par exemple, tu vois, jouer aux jeux vidéo, tu vois. Et tu te forces? Ouais, je Ah ouais me force et je kiffe Ok. de ouf après, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, mais c'est pas je vais me forcer genre méchamment, tu vois. C'est juste je vais me dire, il faut que je le fasse là. Il faut que je le fasse, là j'en ai besoin. Ce qui mentalement me fait kiffer, c'est les jeux vidéo. Tu vois, quand je pouvais pas jouer aux jeux vidéo parce que je m'étais blessé les mains, mentalement ça allait pas, tu vois. Ouais. Déjà physiquement ça n'allait pas, mais mentalement c'était encore pire, je pouvais pas jouer aux jeux vidéo. Je crée une société dans le jeu vidéo et je peux pas jouer aux jeux vidéo. Ouais, C'est ouais, bien terrible, sûr. c'est terrible. Et pareil, quand j'avais la tête dans le guidon et que je pouvais pas jouer aux jeux vidéo, alors que je développais une application sur les jeux vidéo, je me suis forcé à jouer aux jeux vidéo.
Et ça allait beaucoup mieux, ça me rendait encore plus productif. Donc, mais voilà, dans l'idée, faut pas se forcer. Et faut pas se forcer à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, ça c'est sûr. Et puis après, comme tu l'as dit, quand je priorise, j'essaie de, pour le coup, de trouver l'équilibre aussi, mais de trouver le temps, tu vois, pour la famille, pour les amis. Priorité, ouais. Ouais. Sur tes piliers de vie. En fait, moi, je considère que chaque individu a des piliers de vie. Ouais. Il y en a environ 7-8, donc on va dire, je sais pas, t'as la famille, l'amitié, l'amour, le travail, la religion, l'argent, etc. Et en fonction des moments de ta vie, t'as des piliers qui vont prendre le dessus. Et tu vois, souvent, quand tu demandes à des gens c'est quoi tes piliers dans la vie, ils vont dire la famille. Mais tu travailles 15 heures par jour. Si tu dois aller chercher ta petite fille ou faire un appel client, tu fais l'appel client. Donc non, c'est pas la famille que tu priorises. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont désalignés avec ça. Et du coup, donc toi, ce que tu dis, c'est que vraiment, t'as tes piliers, la famille, la religion, que tu vas toujours prioriser dans ton temps, quoi. En fait, j'essaie de m'organiser au mieux. Je suis pas encore l'exemple parfait pour l'organisation. J'essaie de le devenir. Mais je pense sincèrement que le grand secret et la réponse à ta question, c'est l'organisation. Sur la partie, tu vois, par exemple, entrepreneuriat et créateur de contenu, je suis entrepreneur toute la journée. T'as combien d'activités là? T'as combien de sociétés? Enfin, t'as combien d'activités différentes actuellement? Waouh, j'en ai plusieurs. Ah oui, je sais que t'en as plusieurs. Il y en a qui sont en plein lancement, il y en a qui sont déjà très bien lancés, Dieu merci. Mais j'en ai plusieurs. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, ça reste 2 activités. Celle du créateur de contenu et celle de l'entrepreneur. Et donc la journée, je suis entrepreneur. La semaine, je suis entrepreneur. Et le dimanche, c'est là où je peux allier énormément de choses. Je fais une pierre deux coups et c'est comme ça que je m'organise. Le dimanche, je vais revoir à la fois des collègues, mais je vais aussi voir des amis. Je vais au studio et je vais tourner des vidéos. Et j'ai assez de vidéos pour être tranquille toute la semaine. Ceux qui regardent Vision Talk, il y a pas mal, donc il y a une majorité d'entrepreneurs et de créateurs de contenu. Comment tu t'organises ton planning de création de contenu pour prendre de l'avance parce que tu es sur plusieurs plateformes et c'est quand même, les gens ne se rendent pas compte de la cadence que ça peut être. Donc comment tu t'organises au niveau... Tu fais tout le dimanche, c'est ça? Exactement. Okay. Donc moi je me suis... et ça fait 4 ans que je fais ça veut dire que je tourne uniquement le dimanche. Okay. Sauf s'il y a des choses un petit peu plus ponctuelles, tu vois, genre là j'ai envie de parler d'une actualité, ça peut pas attendre. Mais généralement c'est le dimanche, je tourne un maximum de vidéos avec mon équipe et ensuite j'envoie mes fichiers à mon monteur et ensuite c'est mon assistant qui va poster pour moi. Et t'as combien de personnes avec qui tu travailles, enfin qui travaillent pour toi, avec toi en ce moment dans ton équipe? Dans mon agence on est 7 et ces personnes-là m'accompagnent sur tous mes projets en fait. Okay. C'est une belle équipe, t'en as qui sont un petit peu plus concentrés sur l'agence. Ok, donc tu as vraiment une équipe que tu mets sur tous les projets, quoi. Ouais, exactement. Et après, en parallèle, sur les autres entreprises, j'ai ce projet familial donc d'agence de tourisme en Algérie, dans le désert saharien. Et sur mes autres projets, c'est d'autres personnes avec qui je travaille. Ouais. Ok. Pour revenir sur la période 2017-2020, quand tu reviens des États-Unis, etc., et il se passe beaucoup de choses pour toi, donc un peu le retour en France qui se passe pas comme prévu, tu te lances dans l'entrepreneuriat très intense, ça monte très vite, start-up, levée de fonds, investisseurs, ça retombe, les gens tiennent pas leurs paroles, etc., un peu compliqué. T'es revenu plusieurs fois dessus et on l'a vu par la suite, ça t'a permis de remonter encore plus haut parce que du coup, t'es allé vraiment sur le truc de faut pas que je devienne dépendant, il faut que je devienne indépendant, etc. Mais sur le coup, parce que là, on se dit toujours après coup, oui, c'était un mal pour un bien, mais sur le coup, toi, comment tu le vis? La période vraiment start-up, levée de fonds, stress, parce qu'en fait, on se rend pas compte, c'est un milieu, hein, la start-up. Ouais. Comment tu le vis, toi, ce moment-là où, entre guillemets, ça monte très haut et ça redescend très bas avec les investisseurs et tout ça? C'est vraiment vivre sur le fil, tu sais, en fait. C'est vraiment, t'es un espèce d'acrobate, tu sais, et t'as le fil qui est tendu comme ça et tu peux tomber à n'importe quel instant, ou alors quelqu'un de l'autre côté peut le couper et tu te casses la gueule. C'est très compliqué. Ouais, tu sais pas de quoi demain est fait. T'es juste là en train de toucher ton salaire ridicule et tu payes tes employés 3 fois plus cher que toi, etc., ce qui est complètement normal. Mais tu te dis, où est-ce que je vais avec ça? Je suis pas en train de créer ma stabilité pour la future famille que je suis en train d'essayer de fonder, par exemple. J'ai pas le temps d'aller voir ma famille. Je suis en train d'essayer de créer un projet, un produit, mais en même temps j'ai des investisseurs. J'ai aussi des employés, mais ces employés ils me voient me faire dominer par des investisseurs. C'est ultra compliqué. T'as énormément de stress, etc. Et sur le coup, tu te dis pas, tu vois, aujourd'hui,
avec la personne que je suis, je me dis ouais, j'étais bête, j'étais naïf, mais en même temps j'étais jeune, et je pouvais rien faire, tu vois. On se rend pas compte. Ce qui est magique dans la vie, c'est que chaque année je prends en maturité et chaque année je me dis j'étais bête l'année dernière. ah ouais, j'étais bête de ouf, et j'étais bête, mais carrément je vais bien. encore plus loin, j'ai l'impression j'étais même pas conscient de la vie en fait. Ça veut dire j'ai l'impression chaque année de renaître de mes cendres, tu vois. C'est fabuleux comme expérience. Tu te dis t'es à ton prime chaque année, tu vois. Ouais. Et j'espère que ça durera toute la vie. J'espère sincèrement, tu vois. Et pour l'éternité. Mais ensuite... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est... donc, tu as des investisseurs, il y a un deal qui va se faire, c'est ça, et juste ça tombe à l'eau. Comment ça se passe Ouais, c'est ça. C'est que... imagine-toi la situation où, en fait, t'as quasiment plus rien à prouver. Ça veut dire que tu sais qu'une startup, quand elle se lance en France, déjà, bon, il y a plusieurs cas de figure. Mais t'as des cas de figure où t'as des mecs qui sortent de nulle part, qui n'ont même pas créé de projet et à qui on va donner des millions d'euros pour le faire. Ah ouais, non, mais c'est vraiment le milieu de la start-up. Moi, ça me... T'as ce cas de figure-là. Et moi, c'était totalement l'opposé. Mm. Ça veut dire que j'ai créé mon application. Déjà, alors, par rapport au financement, je suis parti chercher de l'argent chez les proches. J'ai fait un crowdfunding. Donc, c'est la communauté de fans de jeux vidéo qui m'a fait confiance avec son argent pour que je crée ce projet. Ensuite, j'ai fait un prêt à taux zéro parce que je peux pas avoir d'intérêt, c'est interdit dans ma religion. Donc je me suis débrouillé pour avoir ce prêt, un prêt d'honneur. Je me suis débrouillé pour l'avoir. Et à partir de là, je crée l'application. Et je fais 15 000 utilisateurs. Et c'est ça qui séduit des investisseurs à me donner 300 000 euros. Donc en fait, j'ai fait tout ça. Alors que t'en as qui ont des shortcuts, qui ont des raccourcis, qui claquent des doigts et qui ont 2 millions. C'était pas mon cas. Je crée une application, premier mois, on fait 100 000 utilisateurs. J'arrive à créer quelque chose de tellement puissant en marketing au niveau de la com que les gens adorent la promesse. Bien évidemment, c'est une promesse que je ne peux pas encore tenir. Je suis désolé. C'est un prototype que je vous ai proposé au départ. C'est un prototype. Je ne peux pas encore vous proposer la bête d'application que tu vois, Facebook, ça a pris des années à se faire. Oui, donc, moi, c'est la même chose. Ça devait prendre des années. Ça veut dire que nous, tout ce qu'on faisait, c'était alimenter une intelligence artificielle. Tu vois, donc on était même précurseurs sur beaucoup de choses. On avait anticipé cette histoire d'IA, etc. ultra tôt avant que ça sorte. Et donc, en fait, c'est pour ça que les investisseurs doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Ils doivent s'en mordre les doigts. Et donc, à partir de là, t'as beaucoup d'argent, tu recrutes, etc. Et tu brûles du cash chaque mois. C'est ça, une startup. Ça veut dire que tu vas brûler du cash, mais c'est pas dans le vent. Parce que tu crées une application et plutôt que de faire de l'argent avec cet argent, parce que t'es pas une boulangerie, t'es en train de créer un projet qui, au départ, a besoin de fonds. Ouais, bien sûr. Et une fois que t'as scalé, et ben là, c'est de l'argent infini, comme Facebook. Tu vois ? Donc, on était dans ça, en fait. On vendait pas des voitures, on vendait pas du pain, tu vois, ou des kebabs. Donc, on peut pas obtenir un retour sur investissement immédiat. Donc, ça allait prendre du temps. Mais par contre, en un an, on fait quand même 150 000 euros de chiffre d'affaires. Là où la majorité des startups fait zéro. Bien sûr. Zéro. Ça veut dire que nous, c'est sur un encart publicitaire. Ça veut dire, imagine t'en mets 2, imagine t'en mets 3, imagine t'en mets 4, 5, 6, 7. Bien sûr, c'est la base qui était bonne, quoi. De toute façon, tout part de la base. Mais du coup, toi, cette période-là, comment tu la vis ? Est-ce que c'est un projet qui te stimule ou est-ce que tu sens que c'est un projet qui te ronge ? C'est hyper intéressant comme question et moi, je parlais de visualisation. En fait, tous les projets que je crée, je les vois avant de les faire. J'arrive à les visualiser. Pareil. La visualisation, c'est hyper important. Il faut que tu arrives à le créer dans ta tête avant toute chose. Et je pense que quand tu le visualises, pour moi, je suis persuadée que quand tu visualises un projet, c'est qu'il va marcher. Exact, 100%. 100%. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et donc, tu visualises ce projet-là. J'ai visualisé Lancelot. Je savais que ça allait cartonner. Je savais qu'on allait, à notre petite échelle, concurrencer Discord, ce qui était le cas pendant une période. On talonnait à une place derrière ça, avec 0 € comparé à eux, tu vois. Et à partir de là, l'image a commencé à disparaître, en fait. Ça a commencé à s'effacer, comme un dessin. Ouais. Disparaître de plus en plus. Et tu vois, encore une fois, c'est ta capacité à te dire, là, je le sens pas. Ouais. Il faut pas ça. Non, mais parce que, encore une fois, je pense que tu t'en rends pas compte, mais vraiment, il y en a très peu qui ont cette force mentale de se dire, ok, là j'accepte que c'est plus le projet que je voulais, là j'accepte que je veux faire autre chose, là j'accepte que, entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup je parle vraiment du business, parce que c'est une audience principalement d'entrepreneurs, mais il y en a beaucoup dans le business qui vont rester sur une étiquette, un business,
et qui vont être un peu têtus, tu vois, Ouais, ce bien qui sûr. est bien et pas bien. Mais moi, j'aime beaucoup ton approche de, ok, genre là, je le sens plus. Ou... En fait, une très bonne leçon de vie, c'est de savoir abandonner. C'est trop bien. Ouais, 100%. Ça tue d'abandonner. Ça veut dire que ça veut dire que t'as perdu et pas contre quelqu'un, c'est juste t'as perdu contre la vie et c'est tout. Moi, je pense que tu t'as vas perdu. passer à autre chose. C'est même pas t'as perdu parce Ouais, qu'au final, regarde tout ce que t'as final, fait tu derrière, gagnes. tu vois. Exactement, ouais. C'est En fait, encore plus gros, tu vois. C'est ça. C'est mieux, plus Et en aligné. fait, c'est pas perdre, c'est Te réaligner. comme tu le dis, c'est gagner en fait. Ouais. C'est de gagner. On fait que de gagner dans la vie. Parce qu'imagine le scénario là, Ouais. si t'avais eu la levée de fonds. Ouais. Imagine ta vie, comment elle serait actuellement. T'aurais une vie totalement différente. Oh, nul à chier. Ah, je te jure. T'imagines pas le temps d'aller voir mes nièces, pas le temps d'aller voir mon amoureuse, pas le temps de Voyager développer 50 000 autant, autres et- projets et de voyager. Tu sais que Tout ce que t'as fait. T'aurais peut-être pas sorti ton roman. J'avais pas voyagé ni pris de pause depuis 13 ans Mm. quand je faisais cette start-up et que Ouais. j'avais fait mes études, etc. Pendant 13 ans. Et on est en 2022, la start-up, on jette tout à la poubelle, on brûle tout. La première chose que je fais, c'est voyager. Ouais, Je bah, pars bien sûr. à Séoul tout seul, je pars en Thaïlande. et, C'est marrant parce que- Fabuleux. Je dis souvent que les voyages, ils sauvent une personne, surtout quand tu t'es perdu à un moment de ta vie. Et le voyage, ça permet vraiment de te recentrer. Et le fait qu'après cette période, ton réflexe a été de faut que je parte. Ouais. C'est vraiment. En fait, 100%. c'est un instinct de survie un peu, tu vois. Ouais. Et c'est tous les ans, je me barre. Tous les ans, Ah, tu te j'essaie de renouvelles. partir, mais tu vois, quelques semaines, tu vois. Et je prends pas de pause, juste je vais travailler à l'étranger. Et ce qui est marrant, c'est ce phénomène d'être tellement plus productif à Ouais. l'étranger. Oui, c'est fou ça. Ça veut dire que Mais parce que ça te renouvelle l'environnement je suis et à ça te stimule. l'aéroport, je suis à l'aéroport à Abu Dhabi en escale et ensuite je vais à Bangkok. Mais rien qu'à l'aéroport, je suis une machine de guerre. Ouais, je suis une comprends. machine de guerre. Je comprends. Ça fait tellement du bien, tu vois, d'être loin de Paris en fait. Et parce que ça, c'est parce qu'on maîtrise pas encore son cerveau. On maîtrise pas notre cerveau. Et c'est du lui tout. aujourd'hui qui nous met dans cette cage. Et c'est à nous de le reconnecter. C'est comme ça que j'ai réparé mes bras. En, On va en parler. reconnectant. Parfaite transition. Ah ouais. Mais tu sais que par contre, j'ai trop de questions. Bon, ok. Parfaite transition parce que on en a parlé un peu en off, mais en gros, j'avais regardé ta vidéo avec la cible. Je mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui s'intéressaient, où tu parles de justement la période où tu avais perdu l'usage de tes bras. Et moi, à ce moment-là, quand je regarde l'interview, 2024, je fais un burn-out, gros burn-out, et je commence à avoir mal à la main en avril-mai, un petit peu, et ça commence à s'accentuer très fort. Et en fait, j'ai tellement mal que je peux plus utiliser ma main gauche. Je vois des médecins, personne ne sait me dire ce que c'est, etc. Et là, je vois ta vidéo où t'expliques. Et moi, je commençais à comprendre que ça pouvait avoir une cause émotionnelle. En fait, je me dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Genre, je perds ma main, enfin, qui se paralyse parce que je subis de l'injustice. Toi, c'est ce que t'as vécu. Dingue, parce que tu perds l'usage de tes bras pendant pratiquement 1 an. Tu vois plein de spécialistes, des gros spécialistes en plus de ce que j'avais entendu. Et finalement, tu découvres que c'est une cause émotionnelle. Personnellement, avant, j'étais quelqu'un de très pragmatique, mais je suis persuadée que les maladies sont psychosomatiques, c'est-à-dire vraiment liées à notre état émotionnel. Maintenant, quand tu le sais, c'est une chose, mais comment guérir, c'en est une autre. Quand tu as ce problème, tu perds l'usage de tes bras, tu cherches des solutions, il n'y en a pas. Comment ça se passe, le processus de guérison, quand tu comprends que c'est émotionnel? Ouais, j'espère vraiment que ce message il atteindra un maximum de personnes parce qu'on est beaucoup dans cette situation. Et on se rend pas compte. Énormément, ouais. Donc, Pour moi, toutes les maladies, vraiment, il y a des gens qui vont dire non, t'es folle, t'exagères, etc. Je t'assure que n'importe quelle maladie peut s'expliquer par ton état émotionnel. ouais, complètement. C'est fou. Et moi, donc, j'ai gardé ça pendant quasiment 5 ans. Une douleur chronique. J'ai encore un petit peu de douleur, mais rien de méchant par rapport à avant. J'avais tellement mal que je pouvais plus bouger mes bras. On m'appelait certains Robocop et certains Iron Man parce que j'avais des attelles pendant 1 an et tout. Mais en gros, ça a commencé avec les poignets. C'est remonté jusqu'à mon coude, mes épaules, et puis les doigts et les pouces. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est de très grosses douleurs. Genre, on peut difficilement imaginer plus gros, tu vois. Même s'il y a pire, bien évidemment, il y a toujours pire dans la vie, mais c'est vrai qu'on peut difficilement s'imaginer cette douleur-là de ne plus pouvoir bouger ses bras, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, tu te dis, ouais, t'as tout perdu, quoi. Et en fait, ouais, c'était lié au stress, c'était lié à l'injustice, c'était lié à beaucoup de choses. Et pendant des années, je vais voir des spécialistes, j'ai suivi quasiment une 50-60 de traitements. Entre les médicaments, entre les séances de kiné, entre les ondes de choc et je sais pas quoi, l'acupuncture, j'ai tout fait, médecine de l'Ouest, de l'Est, j'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait.
cupping thérapie à base de toutes les semaines, etc. Je m'infligeais des choses pas possibles pour essayer d'enlever les douleurs. Waouh. Et puis un jour... Il n'y a rien qui... Il n'y a rien. Il y a rien qui a atténué ça. Il n'y a rien du tout. Je suis parti voir des spécialistes, comme tu as dit, hein, des mecs qui gèrent tous les médecins des JO, des anciens kinés de Neymar, etc. J'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait. Et puis un jour, tu as un mec qui me dit, je connais un mec qui fait ce qu'on appelle la biologie émotionnelle. T'as rien à perdre, vas-y, et vois ce que ça donne. Je parle avec un mec une demi-heure, et en fait, il me dit pendant toutes ces années, t'as cherché la solution au problème. Chercher la cause. Mais t'as jamais cherché le problème, en fait. Et moi, je le regarde dans les yeux et je me dis, je suis entrepreneur. Je suis ingénieur. Ouais. Et comme un imbécile, j'ai jamais cherché le problème, alors que la science de l'informatique, c'est la science de résoudre des problèmes. Et je suis jamais parti étudier le problème, d'où est-ce que ça venait. Et je fais des comment dire, des X-rays, comment on dit, des rayons, des radios. Je fais des IRM, etc. J'ai rien du tout sur les bras, j'ai rien du tout. Ouais. Et j'ai des douleurs quand même. Là, le C'est mec, vrai il parce me que dit, tu te sens seul. Hein. Ah ouais, c'est Parce que horrible. les médecins, ils disent, mais vous avez rien. Et C'est toi, t'es en terrible. mode, mais je vous assure, j'ai quelque chose. C'est terrible, Ouais. tu vois. Et donc là, le mec, il me dit, ok, t'as eu mal au poignet, c'est parce que pendant des années, t'as pas lâché prise. T'as Ouais. pas lâché prise. Ça, c'est le muscle qui va te permettre de lâcher prise. Mais le corps est incroyable. Et ton cerveau, ce qu'il a dit, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas plus rien attraper parce que si t'attrapes quelque chose, tu ne sauras pas lâcher prise. Ouais. Et à partir de là, ça a Ça t'a débloqué débloqué quelque un chose truc. à mon cerveau. Mon Juste cerveau, cette il a discussion. compris juste cette discussion. C'est tout ce qu'il m'a fallu. Une seule. C'est tout ce qu'il m'a fallu. C'est puissant. C'est incroyable. Ensuite, il Tu sais, m'a c'est dit presque les coudes. miraculeux. Je sais qu'il y Bien a des sûr. gens. Ah ouais, Je c'est sais fou. que pour ceux qui n'y croient pas ou qui l'ont pas expérimenté, ça peut paraître dingue, C'est mais fou. c'est très, très, C'est très fou. puissant. C'est fou, c'est fou. Ouais. Notre cerveau, il est. Enfin, nos Ouais, émotions, ouais, c'est fou. Donc ensuite, les coudes, il me dit les coudes, c'est pas simplement qu'une expression, se serrer les coudes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, t'avais personne avec qui le soutien. faire. T'étais Ouais. tout seul. Tu te sentais seul. Même si t'étais entouré, t'es un soloiste. T'es resté tout seul comme un imbécile. Et donc, ça t'a fait mal aux coudes. Ensuite, les pouces. Les pouces, c'est l'injustice dont tu parlais. Les pouces, c'est le seul doigt qui s'oppose aux autres. Parce que t'es tout seul à ce moment-là, t'es toujours en confrontation, entre guillemets, avec les autres. Et ensuite, c'est remonté jusqu'au cou. Et le cou, c'est ce sentiment de soumission. Ouais. De ne pas vouloir se laisser soumettre par l'oppresseur. Et tout ça, mon cerveau l'a compris. J'ai écrit sur un papier, j'ai écouté ce que ce mec-là m'a dit, et j'écrivais à mon cerveau, je lui ai écrit. J'allais te le dire, Ça est-ce a que tu débloqué. extériorises, toi? Parce que j'ai l'impression que le fait que c'est monté, etc., Ouais. ça montre que. Enfin, je te connais pas personnellement, mais je me dis, tu dois être quelqu'un qui doit prendre énormément sur lui pour que ton corps, il te crie autant des signes pareils en mode arrête, genre. Ouais. Est-ce que t'es quelqu'un qui prend sur toi? Ou est-ce que t'es quelqu'un qui arrive assez facilement à communiquer sur ce qu'il ressent? Avant, oui, j'étais terrible. J'étais horrible. Dans quel sens? Tu communiquais ou pas du tout? Je communiquais pas du tout. Ouais, bah c'est ça. Ouais, ok. ouais, ni avec moi-même, ni avec les autres. Mm. Et c'est ça, en fait, c'est le fait de ne Ouais. pas pouvoir communiquer Bah, c'est là avec que ton soi-même. corps, il pète un plomb, genre. C'est Ouais. c'est les mauvaises pensées, c'est le fait de se battre avec ce que tu as dans le cerveau. C'est ce qui a fait l'insomnie pendant des années, tu vois, pendant des années. Aujourd'hui, je vais mieux, j'ai juste une petite insomnie chronique 1 fois, 2 fois dans le mois. On Sinon, se j'ai ressent plus ça. énormément. Sinon, c'est qu'on j'ai a plus trop de ça. points communs. Ouais, bah ouais, on sait. Hein. Ah, oui, ouais. Et en fait, j'ai plus cette insomnie parce que j'ai commencé la méditation. Et donc, la méditation, elle t'apprend un truc phénoménal. Contrôler tes pensées. Ouais, mais de quelle manière? Parce que, en fait, nous, ce qu'on fait quand on a des pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou avant de dormir, ça ne s'arrête pas parce qu'il y a le silence, donc forcément, tu as le temps de penser, etc. C'est que nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de ne plus y penser, c'est de combattre ses pensées, c'est de dire sortez de là, sortez de là, sortez de là. Et tu pètes un câble et tu deviens fou et tu transpires et C'est tu dors pas. l'inverse, ouais. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Tu dois les accepter. Ouais, bien Tu les sûr. laisses te pénétrer le cerveau et ensuite tu respires un petit coup, elles vont partir toutes seules. Mm. Et là, ça a changé ma vie, la méditation. Ouais, pareil. Donc ouais, en fait, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais Tant mieux. largement, ça fait quelques années maintenant que ça va beaucoup mieux, au moins 2 ans que ça va beaucoup mieux. Et en fait, ça c'est parce que, oui, le fait toujours d'être meilleur, déjà dans la religion, de constamment, et là c'est tous les jours, tu vois, la religion c'est vraiment les prières, de toute manière ça j'ai jamais arrêté, mais je veux dire, être meilleur dans ça, apprendre plus de versets du Coran, lire plus, se renseigner plus, etc. Ça, c'est constamment tous les jours. Et ça me nourrit comme pas possible. Et j'adore. Et toutes les réponses à mes questions, je les trouve dedans. Qu'on y croit ou non, moi, quand j'ouvre une page du Coran au hasard, ce verset-là m'est dédié. Ce verset-là m'est dédié.
au hasard. C'est comme ça. C'est fabuleux, c'est un miracle. Et donc aujourd'hui, voilà, j'extériorise. Oui, j'écris beaucoup. J'écris des livres déjà. J'ai hâte qu'on en parle. Ouais, j'écris ça. J'écris aussi mes pensées. J'écris n'importe quoi. J'écris les choses pour lesquelles je suis content. J'écris mes futures journées aussi. Je parle à mon cerveau, par exemple, pour me réveiller en forme. Je l'écris. Je dis à mon cerveau, et mon cerveau, c'est lui qui me réveille en forme. J'ai pas besoin, par exemple, j'ai pas besoin de mettre de réveil, par exemple. J'ai pas besoin de mettre de réveil parce que je dis à mon cerveau la veille, de me réveiller à quelle heure. C'est flippant. C'est flippant de ouf. Non, t'en fais pas. C'est flippant de ouf. Faut l'expérimenter pour le comprendre. Ouais, c'est flippant de ouf. Donc, mais voilà ce qui se passe. Donc, et puis, comme je t'ai dit, les jeux vidéo, c'est une manière d'extérioriser aussi. Parce que ça te coupe. L'espace temporel se coupe. Ouais, c'est trop bien. C'est un voyage. C'est vivre dans un autre monde, c'est trop cool. Les livres, etc. Je kiffe. Et est-ce que tu as déjà, parce que tu es créateur de contenu, donc ça on va en parler aussi, qui est quand même une grosse partie de ta vie, et surtout, je pense qu'il y en a peut-être pas mal qui vont regarder la vidéo qui voient cette facette-là plutôt toi. Est-ce que tu as déjà été dans cette situation en tant que créateur à te poser la question de où est-ce que tu poses la limite entre ta vie perso, qu'est-ce que tu montres, qu'est-ce que tu montres pas, parce que, bon, tu le sais, je suis spécialisée en personal branding, tu as une bonne personal brand qui est établie. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de quelle est ma limite, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, etc. Ou est-ce que ça se fait de manière plutôt naturelle ? Ça se fait de manière naturelle. Okay. En fait, les gens ne connaissent pas ma vie privée. Donc, pas si naturel que ça. Tu sais qu'il y a certaines choses que tu veux garder privées, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens ne connaissent pas ma vie, en fait. Les gens ne connaissent pas ma vie. Ils en savent pas mal parce que je suis entrepreneur et que ma vie pro, c'est aussi pas mal de ma vie perso, etc. Mais par contre, mon intimité et ma vie privée, personne ne la connaît. Ça, c'est des choses que je garde pour moi et pour mes proches. Et tu fais attention à ça, justement, à poser une limite, entre guillemets, je le fais de manière naturelle, ouais. Ça me vient pas l'idée de me priver de parler d'un truc ou quoi que ce soit, tu vois. Quand on me demande ouais, t'es en couple, je réponds oui et basta, tu vois. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Quand je voyage, tu vois, par exemple, quand je vlog ou autre, je monte même pas 1% de mon voyage. Je vais partager des choses parce que c'est des choses qui vont apporter peut-être une certaine valeur, une petite leçon de vie, etc., tu vois. Ou un enseignement, tu vois. Là, je vous fais découvrir ça à Bangkok, ça, je vous fais découvrir ça à Kyoto ou autre, etc. Mais sinon, ces instants de vie où je vais parler aux gens, où je vais me retrouver avec moi-même, où je vais me balader, où je vais travailler, etc., c'est des moments, et là, je suis formel là-dessus, que je refuse de partager parce que c'est des moments que je veux kiffer moi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les streams. C'est pour ça que j'ai arrêté Twitch. Okay. Pendant une période où j'avais beaucoup de viewers, etc. J'aimerais reprendre et créer quelque chose, tu vois, une émission ou un truc. Mais en fait, je ne peux plus me remettre dans la position de jouer sur Twitch. Quelle horrible chose que de jouer sur Twitch. Ouais. Je déteste ça. J'ai envie de kiffer moi-même. Le jeu vidéo est tellement sacré pour moi parce que là, tu dis, je veux le kiffer que pour moi. Okay. Ouais, tu dois parler aux gens, tu dois l'animer. Même tes émotions. Moi, quand je joue à un jeu vidéo, je gueule. Quand je joue à un jeu vidéo d'horreur, je crie. Quand je joue à un jeu vidéo compétitif, je crie. Je vois derrière ça. Je suis un psychopathe. Il sait, Abdel, quand je joue à TFT. Quand je joue à Marvel Rivals. Non, ils savent. Mais tu vois, ça, c'est des trucs que je peux pas montrer. Je peux pas montrer d'attrait comme ça à des personnes sur Internet, tu vois. Même si beaucoup seraient satisfaits de ça. Ouais. Et ça les rassurait énormément de savoir que je suis humain comme eux et que je suis un malade mental, etc. Ils adoraient ça, les gens. Et ça me rapprocherait d'eux d'une certaine manière. Mais voilà. Et pendant très longtemps aussi, un petit peu moins aujourd'hui, je faisais plus attention à mon image avant. Parce que ça, c'est le début, c'est normal. Au début, tout le monde fait attention. Il y avait la start-up, etc. Je devais faire attention. T'avais mes investisseurs qui regardaient mes vidéos, qui me prenaient pour un taré, qui savaient pas que le personal branding c'était important. J'avais beau leur expliquer, mais ils me prenaient pour un clown, tout simplement. Alors que c'est ça qui a ramené des utilisateurs sur l'appli, tu vois. Ouais, je faisais hyper attention, tu vois. Je me permettais pas de certaines folies. Et aujourd'hui, de plus en plus, je me laisse pas de limites. Je veux juste pas paraître pour un fou furieux, mais je suis humain et je fais exactement ce que les gens font derrière la caméra. Ouais, bien sûr. Et t'as déjà été confronté à potentiellement, je pense que tu vois, il y a souvent le sujet créateur de contenu, est-ce que vous avez une audience qui peut dépasser les limites, etc. Mais moi j'ai l'impression que tant que toi tu poses les limites, les gens ils vont pas trop en demander. Enfin, je sais pas, est-ce que t'as déjà été confronté à
à des gens, je sais pas, qui t'en demandaient trop, tu vois, non? Non. Ouais, je pense, mais tu vois, ça m'étonne pas, parce que je pense que enfin, tu sais, ceux qui montrent beaucoup leur vie privée, c'est là où ça dégénère. Ouais. Mais vu que je trouve que t'as, enfin, genre, c'est niché ce que tu fais, c'est quali, et en même temps, enfin, ça va pas dans tous les sens, c'est structuré, je sais pas comment dire. Ouais. C'est naturel et structuré. Ça m'étonne pas. C'est structuré, c'est organisé, mais c'est aussi parce que T'es passionné. Je suis aussi littéralement le créateur de contenu du dimanche. Ça veut dire que je suis pas là tous les jours à poster des stories, à engager avec les gens, etc. Je devrais pour essayer de dépasser un certain cap, etc. Mais je pense que ce que j'ai fait sur les réseaux, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. Pas pour ma communauté, pas pour être la star des réseaux sociaux, etc. Mais pour moi-même. Et pour mes prochains objectifs business en fait. Ouais, mais je sais que tu as une vision business. Ouais, c'est tout. Les gens, je pense, se rendent pas compte. Ouais. Et je m'en suis jamais caché. À la base, si je me suis lancé sur les réseaux sociaux, c'est pour développer mon personal branding et attirer des gens sur mon application. Ça a été fait. Donc après, où était l'intérêt de continuer ? L'intérêt de continuer, il était de proposer de la valeur. Aujourd'hui, je le fais à travers le divertissement. J'en suis pas si fier, tu vois. J'aimerais apporter tellement plus de choses. Mais quand j'aurai l'occasion, ce sera la prochaine étape, d'apporter un maximum de valeur. Ok. Il y a tellement de choses que je vais aborder avec toi, mais... Abordons. Donc ton roman, Bouloulou, qui est sorti en octobre, qui a pu surprendre certaines personnes, et je sais que tu en as parlé plusieurs fois, ta sœur qui était surprise que tu puisses écrire des choses aussi dark. J'ai l'impression, encore une fois, je te connais pas personnellement, mais de ce que je ressens avec toi, j'ai l'impression que tu es une personne sensible, et qui est beaucoup... on va pas se mentir, en ce moment, on est dans un environnement qui est assez pesant d'un point de vue sociétal, géopolitique, etc. Est-ce que tu arrives à te couper... Enfin, je te pose la question parce que je sens ta sensibilité, tu vois, peut-être que je me trompe. Par rapport à ton roman, je pense qu'il y a des thématiques que tu abordes qui sont liées à des choses qui nous entourent de près ou de loin. Est-ce que tu te coupes des actus ? Est-ce que juste tu suis les actualités et t'es très... Enfin, voilà, tout ce qui se passe, mais tu arrives à t'en détacher ? Je sais pas si ma question est très claire. Ouais, mais... très claire. Tu marques un point sur la sensibilité. Je le remarque en fait dans les projets que tu fais. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais en fait quand je vois ton contenu, et en fait je me dis, je pense que tu es quelqu'un de très engagé, de très impliqué, mais que tu arrives à mettre de la distance, ou je sais pas. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ce que j'ai, c'est pas forcément de l'hypersensibilité ou autre, mais par contre, je vais pas m'en cacher. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui vont revenir, qui vont me remettre les larmes aux yeux, etc. Il se peut qu'un jour tu me vois pleurer en podcast, il se peut qu'un jour tu me vois pleurer. Et puis même sans pleurer, tu vois, le fait qu'il y ait des sujets qui puissent te toucher, t'impacter, te révolter, tu vois, l'un des exemples concrets que je peux te donner, c'est les attentats qui existent, qui se passent très régulièrement dans notre vie. Quand j'habitais aux États-Unis et que j'ai entendu parler du Bataclan, j'étais mort, j'étais complètement mort. Par empathie, bien évidemment, dans le sens où j'ai pas eu de victimes dans ma famille ou autre, mais ma pensée allait aussi loin de me dire, là, il y a quelqu'un qui est mort et il y a quelqu'un qui va être en deuil et qui a perdu quelqu'un, et en fait forte empathie. Tu vois, tout me concerne dans ce monde, en fait. Tout me concerne. À partir du moment où ça touche l'humain, tout me concerne. Je suis humain, tous les humains sont mes frères, et cette humanité, je l'ai à l'intérieur de moi. Donc quelqu'un qui va vivre un truc mauvais, c'est moi qui vais le vivre. En fait, quelqu'un qui va être tué, c'est comme si tu m'avais tué moi, tu vois. Et c'est dur à expliquer comme sentiment, tu vois, mais voilà ce que je ressens. Quand c'est un proche, bien évidemment, c'est encore pire. Mais ça se sent, je te dis, et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, parce que je ressens cette sensibilité, mais que tu arrives soit à canaliser, soit à dissimuler, ou soit à passer autre, je sais pas, y a un truc. Je pense dissimuler, c'est le bon mot. J'essaie de... Mais je le ressens, tu vois, dans ce que tu fais, de manière très subtile. Parce que les personnes qui vivent ça le savent, tu vois, on se sait entre nous. Et puis C'était quoi déjà ? On en était où dans la discussion ? Non, t'as répondu. Et là, les meilleures questions vont arriver. Hein. Mais ouais, tu me disais, il y avait un truc important que je voulais dire, c'était quoi ? Tu parlais de la sensibilité, après tu m'as dit... Ouais, c'était plus savoir si t'arrivais à te couper des infos. Ah oui, voilà. Et par rapport à l'actualité, aujourd'hui, je fais attention à ce que je consomme en termes de contenu. Déjà, je consomme très peu sur les réseaux sociaux. Et quand je le fais, c'est de manière très timée parce que déjà, j'ai pas beaucoup le temps à consacrer à ça. Et si je le fais, c'est parce que je dois en ressortir un maximum de choses. C'est comme pour des voyages que je fais. Tu choisis. Ouais, c'est ça. C'est comme pour les voyages que je fais. Les voyages que je fais, ils sont ultra courts pour la majorité. C'est genre 2-3 jours.
mais t'as l'impression que je suis resté 40 ans là-bas parce qu'en une journée, je vais tout faire. Je suis parti 18 heures à Shanghai. Mais quand je te dis, j'ai tout fait. Ouais, Ça veut dire que j'ai demandé à une IA de me faire un parcours, etc. Ah, c'est smart pour les voyages. Mais sauf que c'était un parcours sur 2 semaines. Je l'ai fait en 18 heures. Okay. Je l'ai fait en 18 heures, tu vois. Après, c'est aussi parce que c'est la Chine et que tout va extrêmement vite là-bas et que c'est fabuleux. Aussi, incroyable la Chine. Bref, Shanghai exceptionnel. Voilà, l'actualité, c'est pas que je m'en détache volontairement. Je vais avoir écho de ce qui se passe dans notre monde. Oui, de toute façon, les choses importantes, finis toujours par les savoir. Mais parce que je sais que je suis obligé d'en entendre parler par un tel ou un tel, bah, j'ai pas besoin de me me faire subir ça. Ouais. J'ai pas besoin de le subir. 100%. Les autres vont me le faire subir, mais moi, je vais me concentrer sur autre chose. Je vais comprendre ce qui se passe dans le monde de la tech pour essayer d'évoluer avec notre monde d'aujourd'hui. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans le milieu de la communication pour être à jour. Et puis voilà. Et il y a des choses que je crée moi-même. Donc, j'ai pas le temps d'aller voir ce que les autres font. Il y a une chose sur laquelle je veux rebondir. 2017, tu pars des États-Unis. 2017, c'est aussi l'année où Trump est élu. Est-ce que ton départ est lié à l'élection de Trump ou pas forcément ? Ouais, en grande partie, ouais. En grande partie. Il y avait, on va dire 50-50. Aujourd'hui, avec du recul, je suis capable de dire que c'était un gros 50-50. J'ai basé mes 5 années aux États-Unis. Elles étaient basées avec la base que j'allais rester là-bas, en fait. Je devais rester là-bas. Je devais travailler pour IBM, pour Mastercard, je devais rester là-bas. J'ai même travaillé pour le gouvernement américain. Tout était fait pour que je reste habiter là-bas et que je vive la belle vie là-bas. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Donald Trump arrive au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, toutes les opportunités que j'avais, professionnelles, elles sont tombées à l'eau. Parce que il ne voulait plus de personnes étrangères sur place. Et donc, en fait, il y a des lois qui sont arrivées qui ont mis fin à mon visa, premièrement. Il y a d'autres lois qui sont arrivées pour les personnes... Même si tu avais un job, etc. quoi. C'était vraiment en mode strict. C'était horrible, en fait, comme situation. Il y a beaucoup... En fait, les élèves étrangers, à ce moment-là, qui avaient pour but de rester là-bas, sont rentrés chez eux, en fait. Tous les étudiants étrangers. J'en ai qui sont retournés à la guerre. J'en ai qui sont retournés dans leur pays d'origine, à Caracas, au Venezuela, etc. C'est horrible, tu vois. Et toi, tu l'as vécu comment, ce truc de départ précipité ? Est-ce que tu l'as vécu avec beaucoup de colère, d'injustice ou de... Beaucoup d'injustice, ouais. C'était terrible. Mais ensuite, je me suis fait une raison. Avant d'arriver, je me suis fait une raison. Si tu veux, l'autre 50%, l'autre part de moi, c'est une part de moi qui a regardé un petit peu tout ce qui s'est passé toutes ces années aux États-Unis et qui s'est rendu compte que tout ce que j'ai vécu là-bas était trop facile. Parce que là-bas, ça fonctionne au mérite. C'est trop facile, les États-Unis. À ce moment-là, c'était trop facile. Si tu veux être bon quelque part, tu travailles. Tu travailles, tu es bon, on te récompense. Et c'est ce qui s'est passé pendant 5 ans. Et je n'avais jamais vécu ça de ma vie en France. Parce que j'étais bon en France à l'école. J'étais bon, mais j'ai jamais été récompensé. J'ai toujours été insulté par les professeurs. J'ai jamais été aidé par les professeurs. Et là-bas... Et les portes s'ouvraient, quoi. Là-bas, on m'a aidé. On m'a soutenu. Et tu voulais plus de ça. C'est trop facile. Allez, ouais, c'était trop facile. Je suis un joueur hardcore. Je suis un joueur de Dark Souls et de Demon Souls. Je suis un joueur hardcore. J'ai envie de challenge. J'ai envie de challenge. Du coup, tu te reverrais retourner vivre aux États-Unis ou pas ? Non, jamais de la vie. Ah ouais, par rapport à quoi, du coup, la mentalité, l'environnement ? On verra ce que sûr. Dieu veut pour moi, sûr. Tu vois, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Par rapport à quoi, du coup ? Par rapport à beaucoup de choses. D'un point de vue économique et social, ce n'est plus ma destination de rêve. Ça veut dire qu'après avoir découvert l'Asie, je me suis rendu compte que le monde a basculé. C'est la Malaisie qui t'attend. Le monde a basculé. 100%. Et pour me réconforter dans cette pensée, parce que j'ai beaucoup ce débat avec des amis, j'étais pendant 1 mois en Asie, j'ai fait la Chine, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Japon, et la seule fois où ça s'est passé mal avec un humain, c'était un Américain. Et Dieu sait que j'aime les Américains. J'ai vécu avec des Américains, j'ai une famille américaine, et j'aime profondément les Américains, que ce soit le redneck et le hillbilly que tu vas retrouver et qui mâche des trucs et les crash, etc. Jusqu'aux gangsters, jusqu'à qui tu veux. Tant que tu es une bonne personne et que tu es accueillant et que tu fais tout pour te repentir, expier tes péchés, etc., avec la gentillesse que tu vas proposer, je t'aime, je suis désolé, tu es quelqu'un d'adorable. Et aux États-Unis, les gens sont adorables.
Les gens sont adorables. Ouais. Même s'ils tu sais, les Américains, selon moi, t'as beaucoup de racistes, mais t'as énormément d'ignorants. Mais en France T'as aussi, énormément je trouve, d'ignorants. c'est abusé le En France, pourcentage. t'as trop de racistes en France. Mais ils sont Le ignorants. problème, c'est qu'il y a trop de racistes en France. Non, mais je suis sûre, ils sont ignorants. Il y a beaucoup de racistes, ils sont ignorants. Parce Ouais, qu'ils mais bouffent du BFM, Tu vois, ils ont pas la connaissance. le ratio, il est différent. Le Oui, ratio, il est tel qu'en France, il y a plus de racistes, De vrais racistes. de vrais racistes, que d'ignorants. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi, je vais pas te donner de nom, mais tu les vois sur les plateaux aujourd'hui, ces gens-là sont intelligents. Ce sont des lumières. Oui, je vois On ce que parle tu de veux dire, philosophes, on parle Oui. de scientifiques, on parle Ouais, mais c'est d'économistes. les représentants. Mais parce que moi, je pense Ces à la gens-là. population, ceux qui sont devant BFM, je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont ignorants. Mais Ouais, je vois ce c'est que tu veux possible, dire. C'est possible. Mais je pense que le danger est plus fort en France parce que, comme tu dis, il y en a qui sont cultivés ouais, et c'est qui ça. entretiennent quand même ces discours. C'est Et terrible. Et là, c'est dangereux, ouais, Ouais, c'est terrible, c'est terrible. bien sûr. C'est de l'égoïsme, c'est tout. Ouais. C'est juste de l'égoïsme. Mais et c'est de la. Ouais, ils sont des humains. Ce ne sont plus des humains, c'est tout. Et bref, donc. Donc, ouais, contexte je suis- économique voilà, et social. donc le contexte des États-Unis aujourd'hui ne me plaît plus. Je peux y aller pour visiter, pour travailler, pour faire des choses, mais y vivre, je ne me verrais pas fonder une famille là-bas. En Asie, par contre, ouais. En fait, ce que je trouve fou en Asie, c'est que il y a ce côté spirituel qui est exceptionnel. L'Orient, c'est un endroit sur Terre où toutes les religions sont acceptées, où toutes les croyances sont acceptées. Et quand on dit croyance, c'est pas simplement la religion. Ouais, bien Ça sûr. veut dire que si tu veux Spirituel. croire que tu vas te soigner avec des paroles, eh ben, tu vas te soigner avec des paroles. Là où en France, par exemple, où certaines médecines ne sont pas considérées comme médecine en France. Et Ouais, c'est bien terrible, tu vois. Il y a une fermeture d'esprit Il qui y a est une très fermeture forte, ouais. d'esprit terrible. Donc, je me sens bien, tu vois, en Asie et aussi parce que les gens sont incroyablement chaleureux et naturellement, tu vois. Oui. Et ça, c'est très lié à la religion, c'est lié au karma, tu vois, pour les bouddhistes. Ils savent qu'ils doivent être gentils, mais en fait, Oui, mais c'est naturel, le c'est pas sont forcé. naturels, en Ouais, fait, bien c'est sûr. pas forcé. C'est ni la religion, ni la culture ou l'industrie du tourisme qui font qu'ils sont gentils. Il y a des situations de fou où je vais pour aller faire ma lessive chez une petite mama, tu sais, en Thaïlande, etc. Et juste avant d'entrer, t'as des femmes qui sont en train de coudre, etc. Et ouais, salam alaikum, wa rahmatullah. Et tu vois, c'est. Ouais, bien sûr. Oh, waouh! Mm. Waouh! C'est fou, c'est fou. Et ils sont gentils avec les étrangers, ils sont gentils entre eux. Ouais, c'est fou, quoi. Différent. On a trop de choses à parler encore. Pardon. Mais non, t'en fais pas, c'est super intéressant. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as 2 rêves, être écrivain et être prof. T'en as déjà fait un, déjà bien abouti avec ton livre. Félicitations, parce qu'en plus, t'as fait des sold out, non? On a dû faire des réassorts sur Amazon, ouais. Ouais, Et trop, sur trop bien. Fnac, il doit en rester dans 2-3 Fnac encore, mais il n'y en a plus en ligne, et ça, c'est trop bien. Mais trop bien. J'ai trop de choses à te poser comme question, mais comment ça se passe le processus d'écriture? Comment ça se passe entre le moment où t'as l'idée? Combien de temps se passe entre le moment où t'as l'idée et le moment où le roman sort? Ok. Cette idée-là, je l'ai eue il y a pile poil 2 ans. Il y a pile poil 2 ans, et j'avais le début et j'avais le fin. Excuse-moi. J'avais le début et j'avais la fin. Dans la manière dont j'ai écrit la chose, c'est que je me suis beaucoup fait accompagner d'un copain à moi écrivain. Donc tu vois, j'étais pas tout seul dans mon coin en train d'écrire comme un pauvre garçon. J'étais accompagné par Théo, et Théo, à chaque fois on se posait, et c'est lui qui me montrait comment faire en fait. Et à partir de là, ça nous a pris 4 mois. Ça Ok. nous a pris 4 mois. Ok. Ce qui est ultra rapide. Ouais. Mais parce que ce mec-là, c'est un monstre. Ce mec-là, il sort des livres tous les jours, tu vois. Ok. Donc il savait exactement comment. Tu t'es bien entouré. Ouais, Pour il revenir avait la sur méthodologie. le Il avait la début, ouais. méthodologie, tu vois. Si tu veux, à partir de là, ça a été une écriture assez marrante parce que ça s'est fait de fil en aiguille. Ça veut dire que comme j'avais le début et la fin, je devais combler Oui, bien sûr. avec une histoire. Et c'est là où, en termes de création, je devais me challenger, tu vois. Pour le prochain livre que je suis en train d'écrire, Oh, ok. Tu C'est spoil, différent. ok. Ça sera toujours dans l'horreur ou pas? ça sera toujours dans l'horreur. Ouais. Ok. Je pense que je ferai beaucoup d'horreur Ok. et thriller. C'est ça mon objectif. Je suis je suis l'enfant Stephen King. Mais non, vraiment, c'est ma plus grosse inspiration, donc ça part Est-ce vraiment que- sur ça. Je suis obligée d'en parler parce que je suis très fan des romans aussi. Ouais. Donc je sais que tu es très fan de Stephen King. Est-ce que tu connais Maxime Chatham?
L'écrivain ? Ouais. Ouais. Il est incroyable. Je n'ai jamais lu, je crois. J'ai Non. jamais lu. Alors du là, Maxime, tu m'as fait je ma te jure. culture série ouf, hein. et film juste avant. Mais alors, Maxime Chatham, il faut que tu lises parce que c'est Ah ouais vraiment ce mélange Mais t'es pas la première à m'avoir dit. psychologie et horreur. Ouais. Il Ah, est c'est incroyable. C'est mon auteur préféré français. Ah il est ouais incroyable. trop Ouais. bien. Bah écoute, Il est c'est vendu. incroyable. Et ce qui est marrant, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est quand j'ai travaillé sur la com de l'un de ces projets. Ok. J'ai pas travaillé avec lui directement, c'était Ok. avec la maison d'édition, Il mais est on a mis une incroyable, cet créatrice auteur. de contenu dessus, etc. C'est ouf. J'espère Mais- l'avoir un jour sur le podcast. Ah, il faut. Vraiment, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, pour ceux qui me demandent, ce qu'on me demande souvent en message privé, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des livres business et parfois on me demande des livres pour se dédigitaliser. Et à chaque fois, je conseille Maxime Chatham. Là, son dernier Prime Time, il est génial. Trop stylé. Bah Voilà. franchement, Il est incroyable. franchement, Ouais, vraiment, merci lui, et pas merci d'avoir ajouté des choses à ma Prime femme. Time. Luxe aussi incroyable. Mais Prime Time, ouais, très stylé. Trop bien. Ok. Prise d'otage en Ok, direct ok. et tout, incroyable. Vendu. Mais ok. Écoute. Ok, Vendu. Et du coup, quand tu as écrit donc Bouloulou, c'est quoi les défis, les gros défis que tu as rencontrés en termes d'écriture, en termes, enfin, la création du projet en fait, ça a été quoi les gros défis? Les gros défis, écoute, j'avais confiance sur la partie écriture parce que comme je t'ai dit, j'étais pas tout seul et que j'avais déjà écrit auparavant. J'ai déjà été publié dans un magazine littéraire aux États-Unis Ok. sur un projet très similaire qui dénonçait un petit peu les mêmes choses. Ça s'appelait Armes de destruction individuelle, un truc comme ça, Ok. et je parlais du racisme, tu Ok. vois, entre autres. Mais c'était une nouvelle et qui avait beaucoup plu aux États-Unis, tu vois, Ok. qui avait beaucoup plu dans le cadre universitaire. Et en fait, donc je savais que je voulais me lancer dans ça. Et aussi, je suis un gros lecteur, donc forcément, ça m'a beaucoup aidé à écrire. Ça m'a beaucoup aidé à écrire. Et je lis énormément en français. Ça veut dire que Oui, je ok. préfère lire en français. C'est Mm. horrible. Ma sœur me déteste pour ça. C'est que ma sœur, elle lit en anglais, tu vois. Ok. Et en fait, elle lit dans la langue Du naturelle livre, de ouais. l'auteur. Mhm. Si c'est en espagnol, elle va lire en espagnol et basta, tu vois. Mm. Sauf que moi, j'aime trop lire en français. Genre, je trouve la langue française magnifique. Mhm. Je suis obsédé par cette langue, j'aime trop. Donc, forcément, je vais préférer lire du Stephen King en français, tu vois. Pas d'exception, mais j'en ferai prochainement, j'espère. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas encore sortis que je suis pressé de lire. Bref. Et donc en fait, les challenges, ils étaient sur le plan sociétal, bien évidemment. J'allais dénoncer des choses que je devais dénoncer en soum soum, bien Mhm, évidemment. mhm. C'est dur à dire, mais il faut faire passer la pilule à travers le divertissement, à travers Ouais. l'horreur, à travers une histoire. Et moi, je pense que tu te rends compte de cette histoire, donc tu te rends compte des messages que je t'envoie à travers tout, Oui. vraiment C'est pour tout ça que le je te dis livre. que t'es une personne sensible. Mais à partir du plot twist, c'est là où en fait, tu me détestes en tant qu'auteur parce que ouais, Ça, c'est le bon auteur, je pense. Ah, Quand tu- j'espère, mais en tout cas, il y a plein de gens qui m'ont insulté pour la fin du livre, ouais. Je me suis fait mais insulter. non, mais c'est bien. Non, mais je pense que c'est bon signe. Mais parlons-en des sujets un peu subtils. Donc Bouloulou, sans spoil, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est hanté par une entité. Un jean, ouais. Exactement. Donc t'abordes quand même les sujets un peu paranormaux, surnaturels, etc. Le paranormal, c'est quand même très tabou en France. Beaucoup de choses taboues Ok. en France. Est-ce que toi, t'as vécu des histoires personnelles liées au paranormal qui t'ont inspiré cette histoire ou pas du tout? Ouais, énormément, bien sûr, bien sûr. Et il y a même 3 histoires vraies à l'intérieur. Ouais, parce que j'essaie d'intégrer des Ok. trucs un petit peu ludiques dans le livre, mais vous verrez des histoires vraies dedans. Des Et en histoires de quand t'étais petit, ado? L'histoire, adulte? non, l'histoire d'autres personnes, des témoignages, Ok. des témoignages principalement des gens de ma famille, Ok. des histoires de djinn, de genoun. Et si tu veux, moi j'ai déjà vécu des choses horrifiques, qu'on me croit ou non, mais j'ai déjà vu une fille toute seule, très très jeune, pieds nus dans la rue, avec la tête qui se tourne, pas dans le bon sens, etc. J'ai déjà vu ces choses-là, j'ai déjà vu quelque chose que j'ai essayé de filmer qui devant moi apparaissait comme un esprit, mais sur la caméra n'apparaissait pas. Tu vois, je fais de l'urbex, etc. J'ai déjà vécu pas Ok, mal de ok. choses. J'ai déjà vécu aussi des rêves flippants. Alors Les que rêves, c'est une porte d'entrée je énorme. suis un rêveur lucide, ça veut dire que j'ai un total contrôle sur mes rêves. Ok. Je pense que ça a été grâce aux jeux vidéo. Mais tu vois, je peux. C'est rare, hein, je le fais pas tous les jours, mais je peux décider, par exemple, si je me réveille d'un rêve que j'aime bien, d'y retourner. Il m'est déjà arrivé aussi de vivre un cauchemar, un truc flippant,
Mais tellement j'aime l'horreur, je me suis réveillé parce que j'avais eu peur, mais je suis retourné dans ce rêve-là Ah ouais. en me rendormant. Ok. Je suis capable de sortir des rêves qui me plaisent pas, tu vois, quand ça s'attaque à ma famille ou autre, je dis fuck et je me barre du rêve. Quand c'est des rêves trop beaux pour être vrais, je me casse du rêve parce que je sais que ça va pas durer éternellement. Et comme je le dis souvent, les pires rêves, et ça, j'espère bien évidemment que j'aurai ma revanche contre la vie plus tard, mais les pires rêves, ce sont ceux où tu as un enfant. Et je déteste ces rêves-là, parce que je sais pas si tu arrives à te projeter, mais tu rêves que tu as un enfant, tu te réveilles, tu n'as plus cet enfant. Je sais pas si tu te rends compte de la chose. Ouais, c'est le pire cauchemar en fait, sur Terre. Je suis un peu une psy, donc j'analyse beaucoup tout ce que tu me dis C'est parce horrible. que c'est des effets miroirs sur tes angoisses et tout. C'est terrible, mais c'est terrible. et moi ça m'est arrivé 2 fois et tu te réveilles en pleurs. Tu n'as plus ton gosse. C'est une Tu sais qu'on dinguerie. on en reparlera après, je couperai peut-être à la caméra, mais je vais pas faire la psy, mais l'enfant dont tu rêves, je pense que c'est toi. Ouais, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ouais. c'est une fille aux Ça veut cheveux dire- courts ou c'est un Ouais. garçon qui me ressemble. Ouais. C'est tout le temps quelqu'un qui me ressemble. ouais. Ouais. Mais ok, d'accord, donc ouais, ça t'a forcément. Je veux un gosse là, purée. Ok, donc ouais, ça t'a beaucoup inspiré. Et Ouais. je sais que pour ceux qui regardent le podcast, on parle de choses, les maladies émotionnelles, les esprits, etc. Donc faut Mais t'as être dit que ouvert ça serait d'esprit. un podcast qu'on ne verrait nulle part ailleurs. C'est Ouais, trop bien. j'ai dit, on parle C'est des trop bien. visions. Donc Et ouais, on j'aimerais parlait qu'on de parle fantômes. des. Là. Ouais, mais ouais. Mais pour finir Ok. sur ce sujet, je t'interromps 2 petites secondes Non, pour non, ça. vas-y. C'est aussi très lié à la religion. C'est ce que j'allais dire. Si tu veux, quand tu es musulman, quand tu es croyant, Ouais. tu T'as des portes qui s'ouvrent. crois ce que tu vois, comme chaque humain, bien évidemment, mais tu vois ce que tu crois. Oui. Tu vois ce que tu crois. Ça veut dire, si tu crois aux fantômes, Ouais, tu bien vas les sûr. voir. Ouais, bien sûr. Et les sceptiques ne les verront jamais. Bien Le sûr. grand JD aura beau aller chercher dans l'urbex des fantômes, etc., il en verra jamais. Ouais, bien Mais sûr. s'il décide d'y croire, Mhm. alors là, Ouais, je suis quelqu'un de très spirituel, donc toute ton approche me parle et je pense vraiment que quand tu acceptes de voir des signes, la vie ne fait que t'en envoyer en fait, Ouais. et sur tous les côtés. Donc, exactement. ok, très intéressant. Et encore une fois, j'aime beaucoup ton approche audacieuse, de oser. Tu vois, non mais parce que je trouve que tu abordes des sujets qui sont, tu vois, difficiles en France ou qui peuvent être mal vus et tu y vas quand même. Ok, bon, il y a 2 gros sujets. Ok. On va changer complètement de sujet, mais pour terminer, forcément, ça fait partie de toi, les jeux vidéo. Ouais. Et même, on va parler de l'e-sport de manière générale. Ouais. L'e-sport qui est un marché qui est en train d'exploser. Moi, donc, je suis consultante et je le vois depuis 6 mois, 1 an, surtout ces 6 derniers mois. Je suis beaucoup contactée par des équipes de e-sport qui veulent que je les accompagne sur leur image de marque, fédérer une communauté, machin et Trop tout. Je sens que c'est un marché qui est en train d'exploser. En 2018, le marché il était de 800 millions. Aujourd'hui, il est de 2 milliards et on estime que ce sera 6 milliards d'ici 2029. Toi, tu es dedans depuis des années, d'abord en tant que joueur et aussi avec la casquette entrepreneur. Voilà. Toi, comment tu vois l'évolution de ce milieu? Est-ce que tu penses que le e-sport, ça pourrait devenir un sport suivi en France comme si c'était du foot, donc vraiment suivi par la masse, ou est-ce que tu penses que ça restera quand même assez niché? Aujourd'hui, à part le football et quelques grandes exceptions, quasiment tous les sports sont des niches en fait. Chaque sport est une niche à lui seul en Ouais, fait. Aujourd'hui, je sais pas si tu regardes le foot ou le basket, mais ce sont des sports ultra populaires, mais que tu regardes peut-être pas, que je ne regarde plus, même en tant que fan de foot par exemple. J'aime pratiquer le foot, mais j'ai arrêté de le regarder, tu vois. Je vais aller encore plus loin. La Kings League, par exemple, le football un petit peu plus interactif et plus rapide que Gérard Piquet a créé. C'est limite si ça m'intéresse plus que le foot aujourd'hui. Ok. Pas pour les enjeux, mais parce que je trouve ça plus dynamique à regarder. Ça y est, je fais partie de la génération qui avance avec son temps et j'ai besoin d'aller peut-être un petit peu plus vite aussi. Des fois, regarder 90 minutes d'un match, j'ai peut-être plus envie. Donc en fait, pour revenir sur l'idée L'évolution du sport. l'évolution de l'e-sport aujourd'hui, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà vu comme le football dans le sens où il a déjà sa propre communauté. C'est de très gens engagé, qui, l'e-sport. qui vont regarder. Après, moi, je suis pas pour considérer le jeu vidéo comme un sport ou l'e-sport comme un sport. Je trouve ça d'ailleurs complètement ridicule. Je trouve ça vraiment ridicule. Je suis pour que ce soit une catégorie à part entière, que tu aies un suivi physique comme des sportifs, oui, que tu aies un suivi psychologique comme des sportifs, oui, mais je suis contre l'idée que ce soit un sport. Parce que l'e-sport,
veut dire sport électronique. Il y a 50 catégories dedans. Il y a 50 sports à l'intérieur. Donc, en fait, chaque e-sport, chaque jeu vidéo est un e-sport à lui-même, comme le sport. Donc, laissons le sport de son côté, créons l'e-sport d'un autre, et à partir de là, chacun sa propre compétition. Chacun sa propre compétition. T'as personne qui va à la fois kiffer une compétition de Counter-Strike et de League of Legends et de Team Fortress et de Hearthstone. Chacun a son e-sport favori. Donc... Mais c'est vrai qu'en fait, quand on y pense, que j'essaye de dézoomer, on en est vraiment qu'au tout début. Hein. Ouais, c'est vrai que t'as vraiment le gros. sport et le e-sport, et en fait toute la partie digitale, enfin je veux dire, je pense qu'on en est au tout début. Quand on voit comment l'IA a explosé en 2 ans, enfin tu vois, si on se projette en 2050, 2060, on en est qu'au tout début en vrai. Bah, regarde le tout jeune pays, entre guillemets, qu'est la Corée du Sud, à quel point ils se sont recréés après la colonisation. C'est vrai. Tu regardes aujourd'hui, c'est le pays du futur. C'est le pays du futur. La technologie, à quel point ça va vite là-bas, etc. etc. Aujourd'hui, eux, ils sont dans l'e-sport. C'est le plus grand pays d'e-sport aujourd'hui. League of Legends, c'est là-bas que ça se passe. Les plus grandes compétitions, c'est là-bas que ça se passe. Les plus grands joueurs, c'est de là-bas qu'ils viennent. C'est tu vois à quel point ça va vite. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc il va y avoir un développement faramineux de l'e-sport. Ensuite, quand tu vois aujourd'hui tous les milliards qui sont mis d'acteurs qui ont beaucoup d'argent, comme le Moyen-Orient, etc., le Qatar et les Émirats et l'Arabie Saoudite, on va voir où est-ce que ça va nous mener, quoi. Ce que j'en veux beaucoup, dans un bouleversement. J'en veux beaucoup à cette industrie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très machiavéliques dedans. Des gens qui font les consultants et qui se gavent en dizaines de millions d'euros et qui servent à rien. Et j'en veux aussi aux Saoudiens d'être naïfs et bêtes, de mettre beaucoup d'argent dans des personnes qui sont en train de les voler, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup mieux à faire. Je veux dire, donne-moi à moi le milliard d'euros. T'inquiète que l'e-sport, il va évoluer, t'inquiète. On a parlé du e-sport, mais pour terminer, YouTube qui évolue aussi énormément et qui s'est énormément professionnalisé sur ces dernières années. On le voit avec les grosses productions, le format documentaire qui explose de plus en plus, on l'a vu avec Inox, après on le voit un peu avec Mastu, il y a Océane aussi qui s'y est mis, etc. On le voit aussi avec les événements sportifs. Dernièrement, Billy qui a fait le tournoi de boxe, etc. Enfin, bref, ça se professionnalise beaucoup. Toi, comment tu vois l'évolution de YouTube, encore une fois avec ton œil entrepreneur-créateur, et tu penses que ça sera quoi les gros défis que vont rencontrer les petits et les gros créateurs de contenu dans les années à venir ? Ok, aujourd'hui on a un problème de découvrabilité sur YouTube pour les petits, ce qui est très dommage, mais bizarrement il y a un truc que certaines personnes ont réussi à craquer dans l'algo qui fait que tu peux te lancer aujourd'hui, il suffit de faire une bonne vidéo, qui est dans la méta, c'est-à-dire le storytelling, dans le jeu vidéo, etc., ou dans la tech. Aujourd'hui, t'en vois partout, tu vois, des vidéos qui commencent par est-ce que vous avez déjà imaginé en 2024 en train de... Bref, ces vidéos storytelling, elles cartonnent en ce moment. Elles cartonnent en ce moment, et t'en as 1 milliard, des copycats. T'en as 1 milliard, tout le monde se copie. T'en as vraiment 1 milliard, qui sort de nulle part et qui gagne des millions d'abonnés en une journée, parce que c'est suivre l'actualité, c'est suivre la trend. Ça, je pense que c'est amené à se casser la gueule, suivre les trends. Je pense que toujours. Ce qui va fonctionner à partir de maintenant, c'est cette authenticité dont tu parles, cette originalité, c'est le fait de ne pas faire comme les autres. Et c'est ça qui va fonctionner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que les gens commencent à en avoir marre des grosses productions. Les gens justement se dirigent plus vers de l'authenticité, vers des vlogueurs et des vlogueuses qui nous racontent un petit peu leur challenge spirituel, etc. Les fast cam, pour moi, je comprends pas pourquoi les fast cam ça a baissé, puisque je pense vraiment que ça va remonter. Non, parce que les gens ils ont besoin de liens, en plus il y a la solitude, les gens ils ont besoin de se sentir et en compris, ce moment ce qui etc. cartonne c'est l'anonymat, tu vois. Donc ce qui cartonne en ce moment c'est ça, mais on a ce besoin aujourd'hui de plus en plus de voir la personne avec qui on discute. Ouais. On a besoin de la voir. C'est marrant parce que j'ai fait un tweet justement il y a quelques jours pour moi les prochaines, enfin c'est pas pour moi en fait, c'est une certitude, tu vois là le personal branding a explosé ces dernières années, mais pour moi là la grosse tendance qui va diriger un petit peu le contenu et la société dans les prochaines années, ça va être le community brand, c'est-à-dire vraiment de rassembler des gens, des petites communautés mais hyper engagées, où il y a vraiment des points communs, etc. quoi. Et d'ailleurs c'est ce que t'as fait toi. T'as joué sur les points communs, les références culturelles, etc. On est beaucoup aujourd'hui à travailler ensemble et à faire des choses autour de la pop culture. Ouais. Il y a encore tellement de choses que j'aimerais aborder avec toi, mais le temps
le temps est contre nous. Mais pour terminer, je voulais, par curiosité, te faire un petit défi. Tu dois répondre au tac au tac. Ok. Au tac au tac. Ok, petit défi, tu ne peux en garder qu'un seul. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes? Manga, livre, cinéma ou réseaux sociaux? Livre. Ok. Ouais, tout simplement. Ah ouais, même pas Il d'hésitation. n'y a aucun challenge, aucune hésitation. Ah ouais, pas de manga, cinéma, Ouais. fini. Est-ce que je sais que t'es un fan de cinéma aussi? Ouais, non, livre. Livre. Si tout devait cramer, je garderais les livres. Ouais. Ok. Et si tu devais choisir jusque le restant de tes jours, tu peux en garder qu'un seul. Est-ce que tu gardes le business ou la création de contenu? Le business, ouais. Création de contenu, je l'ai quand même décalé. Hein. Ok. je l'ai laissé Ok, le donc dimanche. business avec tes livres. Ouais, le business Ok. avec mes livres toute la journée. Ok. Et pour terminer, sur ce podcast, la question signature de Vienne Talk. Ta-ta-ta-tam. C'est quoi la meilleure décision que t'aies prise dans ta vie? Ah, je peux réfléchir ou pas? Là, Ouais, je peux pas vas-y, répondre du vas-y, tac au tac là. Vas-y. Ouf! La meilleure décision que j'ai prise. Ouais, je pense qu'on en a déjà discuté, mais le fait d'être allé aux États-Unis. Ah, ok. Ouais, Ouais. c'est le fait d'être allé aux États-Unis. Meilleure décision. Ouais, c'est la meilleure décision de ma vie. Ça a été marrant parce que ouais, cette décision, elle s'est faite. Enfin, je me suis conditionné pendant un conseil de classe. J'étais délégué de classe en première ES. Et j'étais avec les profs, etc. Et tu sais, on est passé par mon nom et ils ont commencé à dire ce qu'ils pensaient de moi. À part un professeur, monsieur Vincent Dédicace, prof d'histoire géo, ils m'ont tous tué. Ils m'ont tous devait avoir 14 de moyenne. À l'époque, c'était dur, 14 de moyenne, hein, parce qu'il y en a qui... Je les vois, les jeunes, comment ça? Nous, on a 18-19. Ouais, mais c'était pas facile à l'époque. Hein. Dis-toi que j'avais pareil en troisième, et même en troisième, c'était difficile. J'étais premier de la classe des garçons, j'étais deuxième de la classe avec 14 de moyenne, c'était dur. Et quand tu devais au lycée, tu devais perdre 2 points dans ta moyenne, et moi, j'ai rien perdu. Donc, je suis resté constant. Et en fait, dans ce conseil de classe, mais par contre, j'avais 2 de moyenne en maths. J'étais vraiment mauvais en maths. Alors que tu es devenu ingénieur. C'est vrai que je suis devenu ingénieur aux États-Unis. Tu vois c'est comment on m'a accepté dès là-bas. Mais au final, ouais. Donc, ce conseil de classe, parce que j'étais mauvais en maths, ils m'ont tous insulté. Genre vraiment, quand je te dis c'est des insultes, c'est vraiment, on m'a pointé du doigt et on rigolait et on disait, ouais, non, c'est pas ça. Ils ont dit que j'aurais pas mon bac. Ils ont dit que j'aurais pas mon bac, etc. Tu vois. Et ça m'a perturbé et j'ai commencé à pleurer devant eux au conseil de classe. Et là, ils m'ont pointé du doigt, 12 professeurs devant moi. Waouh. À rigoler. Waouh. À rigoler d'un La petit garçon violence. qui est en train de pleurer devant eux. Ouais. La violence. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans, ouais. C'est violent. Je pleurais, je les ai regardés droit dans les yeux. Et c'est véridique hein, ce que je te dis, hein, c'est ouf, mais je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, je crois que j'en ai marre de ce pays. J'ai jamais personne qui m'a soutenu. Je vais me barrer dans un autre pays, je vais reprendre de zéro, je vais partir 1 an et je vais revenir encore plus fort. Ils ont rigolé encore plus. Sauf qu'aujourd'hui, tu vas dans la salle des professeurs dans ce lycée, t'as un article de moi qui est inscrit, qui dit que... La revanche de malade. Ouais, Vraiment. qui dit que je suis devenu... je vais étudier dans une école d'ingénieur et que j'ai été recruté pour faire du foot. Eh ben, dis donc. Et donc ce voyage Sacrée aux histoire. États-Unis, c'est à partir de là que je pense ma meilleure vie décision. commence. J'ai eu des challenges auparavant, j'ai vécu 17 ans, etc. Mais à partir de mes 17 ans, c'est là où je décide de devenir le personnage principal de mon histoire. C'est vraiment à beau. partir de là. Eh ben, franchement, on peut pas finir mieux. Hein. Franchement, félicitations pour ton parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange qui Ouais, était c'était trop super cool. intéressant. S'il y en a qui sont jusqu'au bout, vous commentez ce qu'on va leur dire comme mots. J'aime bien mettre des mots pour voir c'est qui Ah va ouais, moi jusqu'au bout. je mets des emojis, moi je leur dis de commenter banane. Vas-y, choisis l'emoji. Ah ouais? Vas-y, allez. Un cœur. Allez, vous mettez un cœur Voilà. si vous Non êtes mais pas... resté jusqu'au bout. Attends. Pas le- Un cœur jaune. Non. Pas le cœur comme ça, pas le cœur, Ah, l'emoji ils cœur. écrivent cœur. Non, de Ok. l'organe du cœur. Ok, bon, si vous êtes jusqu'au bout, vous devez mettre l'emoji de l'organe du cœur. On saura que vous êtes les vrais. Merci beaucoup. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Ça va être très cool. Et puis, merci beaucoup à toi. Je mets toutes tes informations en barre d'infos pour ceux qui veulent te suivre ou suivre tes projets. Et voilà. C'est quoi ma phrase de fin déjà? On se dit à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. Clap. Ciao. C'est trop cool.